Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les grands titres de l'actualité. À Niangbo, un village situé dans le département de Niakara, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, c'est l'orpaillage illégal qui inquiète. La pratique a détruit les terres du village et rend difficiles les travaux champêtres. Les jeunes du village craignent le pire et ils ont décidé de retourner à la terre. Reportage à voir dans les dossiers de la 2. Et cet enlèvement de masse au Burkina Faso, une cinquantaine de femmes enlevées par des terroristes présumés à Arbinda, dans le nord du pays. Les enlèvements se sont déroulés sur 2 jours, les jeudis 12 et vendredi 13 janvier dernier. Ces femmes ont été toutes enlevées par la force, selon les témoignages des rescapés et selon les responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements. L'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone, mais sans grand succès. Voilà pour le sommaire, c'est un véritable bonheur de vous retrouver. Et d'ailleurs, vous faites toujours bien de choisir RTI 2. L'orpaillage illégal prend une proportion inquiétante. Nous allons le voir tout de suite dans les dossiers de la 2. L'orpaillage illégal prend une proportion inquiétante à Niangbo, dans le département de Niakara, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Dans ce village tagbana, l'orpaillage illégal a appauvri le sol et rend très difficile les travaux champêtres. Pour faire simple et que l'on se comprenne bien, il n'y a pratiquement plus de terres cultivables à Niangbo. Conscients du danger qui guette le village, des jeunes de la localité ont décidé de faire du retour à la terre une priorité. Ils ont sensibilisé l'ensemble des jeunes à privilégier les travaux champêtres et à tourner définitivement le dos à ces sites semi-industriels illégaux. Le retour à la terre à Niangbo, une solution pour lutter contre les mines d'or clandestines. Un dossier de Pargassoro Kone Demadongui, Kader Bachil et Lassana Karamoko. Le jour vient de se lever sur Niangbo, village situé dans le département de Niakaramadougou, dans la région du Hambol. Fils du village, Seydou Namengonan, marié et père de 3 enfants, se prépare pour aller au champ. Il aiguise sa machette. Il enfile ses bottes, enfourche sa moto et va rejoindre ses frères et amis qui l'attendent depuis au centre du village. Ils ont la même vision, faire des travaux champêtres une priorité à Niangbo. Ensemble, ils prennent le chemin du champ situé à environ 10 km du village. Nous décidons de faire chemin avec eux. Les pistes menant dans leur champ, un véritable parcours du combattant. Il faut faire face aux dures réalités imposées par l'état des pistes. Beaucoup d'obstacles à franchir. Il nous faut par moments descendre des engins pour une traversée plus aisée de ces eaux boueuses. Faire en sorte que les motos ne s'embourrent pas. Des troncs d'arbres nous servent de solution pour cette traversée. Plus loin, il nous faut faire avec plus d'élan pour éviter cet obstacle qui se dresse devant nous. L'obstacle franchi, la route peut continuer, mais il faut aller vite avant que le soleil ne soit au zénith. Des champs de riz, de maïs à perte de vue. Une fois arrivé, il faudra abandonner nos engins et poursuivre le chemin à pied. Environ 15 minutes de marche et Seydou et ses frères retrouvent les siens en pleine récolte de riz. À l'aide de couteaux et de fossiles, les femmes avec habileté et finesse coupent le riz. Nous nous essayons à l'exercice. Passionnant, mais pas du tout aisé. Ces femmes du village se félicitent d'être dans des champs plutôt que de se tourner vers l'exploitation minière artisanale illégale. Je suis content pour venir travailler au champ. On cultive coton, maïs, riz, igname. Elles sont vite rejointes par Seydou, un habitué de la récolte de riz qui invite les jeunes du village à s'intéresser aux travaux champêtres. Moi, je préfère travailler au champ qu'aller exploiter de l'or. Parce que l'exploitation d'or, là, ça appauvrit nos terres. Pourtant, les champs, bon, on peut l'exploiter pendant une centaine d'années. Voilà, moi, je préfère les champs. Ça pourra nourrir la famille et du coup, on a de l'avenir dedans. Le riz coupé est transporté dans des cuvettes pour être stocké
est rangé sur cet espace non loin du champ. Si certaines femmes transportent le riz dans des cuvettes, d'autres font la vaisselle pour le déjeuner. Mais avant le repas, le jus de mil est d'abord servi. À côté du champ de riz de Seydou, un champ de maïs. C'est celui de son frère Penadion Koné. Il est en plein défrichage. Le champ doit être propre pour une meilleure récolte. Pour lui, l'avenir de Niangbo et l'épanouissement de sa population résident dans le travail de la terre. Moi, en tout cas, je ne vois pas l'importance des mines d'or. Moi, je préfère mon champ. J'ai dit aux jeunes, ils n'ont qu'à arrêter le travail mine d'or. On n'a qu'à aller au champ, puisque la terre nous nourrit aussi. Si Seydou, Penandien et de nombreux autres jeunes de Niangbo ont décidé de s'adonner aux travaux champêtres, ce n'est pas le cas pour ces jeunes qui viennent des pays voisins à la recherche de l'or. Scène de désolation. Au vu de cette scène de désolation, les jeunes du village, très révoltés, décident de retourner au village pour rendre compte au chef et à ses notables. Une fois au village, direction le domicile du chef. Absent pour une réunion dans un village voisin, les jeunes décident alors de revenir un peu plus tard dans la soirée. Ce phénomène de l'orpaillage illégal affecte considérablement les propriétaires terriens. Ils crient le ras-le-bol. C'est le cas de la famille Issa Koné qui dénonce avec la dernière énergie ces fléaux qui appauvrissent leurs terres. En tant que propriétaire terrien, j'ai sillonné une énième fois nos terres et j'ai découvert qu'il est mené une activité destructrice, l'orpaillage clandestin. Nous avons trouvé des personnes venues des pays voisins en train de creuser des gros trous à la recherche de l'or. C'est très dangereux. La nuit tombée, le chef du village est de retour. Selon lui, des efforts sont fournis par la chefferie pour lutter contre ces phénomènes inquiétants qui favorisent la déforestation. Koné Salif exhorte les jeunes de Niangbo dans leur ensemble à plus de responsabilités en faisant du retour à la terre leur priorité. Je demande les jeunes, ils n'ont qu'à essayer vraiment d'avoir le courage pour qu'on retourne sur la terre, pour que nos parents n'ont qu'à avoir mangé, au lieu de se rendre dans la brousse pour aller creuser des trous. Chefs de village, autorités administratives, propriétaires terriens, tous encouragent la jeunesse de Niangbo à privilégier le travail de la terre et à tourner définitivement le dos à l'exploitation minière artisanale illégale. Activité illégale d'ailleurs interdite par la loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier en vigueur en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, Penandien, Namengonan et toute leur famille se disent fiers du travail abattu dans leurs différents champs. Voilà un dossier très interpellateur. L'orpaillage illégal ne produit absolument aucun bien sur nos terres. Merci énormément à Pargassoro Koné des Madongui pour l'interpellation. Et puis à Bingerville, les commerçants installés en bordure de voie dans le village d'Abata ont été déguerpis ce samedi 14 janvier 2023. Cette opération, initiée par la chefferie, vise à assainir toutes les rues et ruelles du village. Mais c'est une opération qui ne rencontre pas l'adhésion de tous les commerçants. Regardons ce sujet de Georgette Ido Fofana. Des tables, bancs et toitures des commerçants installés à l'entrée du village d'Abata, dans la commune de Bingerville, ont été démolis ce samedi par la chefferie. Les gens veulent installer le désordre dans le village. On ne peut pas accepter. Les gens qui ont construit, qui ont des baraques, même sur des pleines propriétés, sont épargnés. Mais lorsque vous travaillez sur la route, sur l'emprise de la route, on essaie de nettoyer, on essaie de balayer nous-mêmes, on essaie de maintenir la sécurité, surtout les soirs, à un moment donné, à partir de
16 heures, je refuse que les tricycles là circulent. Selon le chef du village, ces commerçants installés de façon anarchique sont les premiers responsables des caniveaux bouchés. Nous voulons que le village d'Abata soit l'un des plus beaux villages, l'un des villages les plus propres, un des villages les plus sécurisés, afin que tout Ivoirien ait pris de paix. Tout Ivoirien qui veut vivre dans la paix, dans l'amour, dans la sécurité, vienne vivre avec nous ici. Cette opération d'assainissement ne semble pas faire l'unanimité au sein des commerçants. Hier nuit, là, dans environ de 22 heures, ils sont passés à LR Mégaphone là, pour dire tous ceux qui sont installés sur les routes là, n'ont qu'à quitter. Mais à nos grandes surprises, matin, à 6 heures, les jeunes là sont venus avec les marteaux, les bois. Ils disent on n'a qu'à quitter là. Si on ne quitte pas là, ils vont verser nos bagages. Bon, hier on est quitté au marché, on a plein de bagages même. On est obligé de courir, ramasser. Présentement, on ne sait même pas où on va rester pour vendre. Les bagages sont à la maison, les condiments, les piments, aubergines, quoi, tickets. Oh, c'est de ça en vie. Il y a un marché dans les villages. Le marché là, c'est trop cher. Le marché à une place, 1 mètre carré, c'est 450 000. 450 000 là, c'est cher pour nous. Ça cause ça, on se débrouille au carrefour un peu. La chefferie d'Abata Village entend accélérer les travaux de construction du marché du village afin de mettre fin à ce désordre. À Port-Bouët, c'est la dégradation des voies, la rareté des bus et la hausse du coût du transport qui inquiètent. Les populations s'en plaignent de plus en plus et espèrent qu'une solution y sera le plus rapidement possible trouvée. Notre reporter, Anissette Konan-Blessing, est allée à leur écoute. Son reportage. Soraya et Christelle Yao, âgées de 13 ans, sont élèves en classe de 3e. Elles sont toutes deux habitantes de la commune de Port-Bouët. À cet arrêt de bus, depuis, elles attendent le bus numéro 68 pour se rendre à l'école. D'abord, on forme un rang. Mais dès que le bus arrive là, tous ceux qui viennent, ils s'arrêtent, ils font pas le rang. Donc dès que le bus vient là, ils groupent en même temps, puis ça crée des cafouillages. Le bus, nous-mêmes, on n'arrive même pas à monter. On se lève tôt, on se lève tôt, on est devant. Elle dénonce une situation qu'elle et d'autres riverains de la commune de Port-Bouët souhaitent voir changer. Les parents là, qui viennent là, ils sèment la zizanie, ils commencent à grouper, et puis c'est eux qui montent dans le bus, nous on reste en retard. Donc on espère que l'État crée des bus spécialement pour les élèves. Là comme ça, nous on va arriver vite à l'école pour pouvoir suivre les cours. Parce que quand on arrive en retard, là, on ne suit pas les cours et souvent on nous dit de ne pas rentrer dans l'école. Les enfants peuvent sortir très tôt à 4 h du matin pour emprunter un bus qui est libre. C'est un peu dangereux pour la sécurité. Non, nous on demande seulement qu'au gouvernement d'inscrire des numéros de bus spécialement pour les élèves, pour ne pas que nous, qui partons au travail, puissions lutter avec les élèves. Parce que quand un élève sort, qui n'arrive pas à lutter pour avoir accès à un bus, l'enfant retourne à la maison. Et là, ça évoque beaucoup de problèmes sur les niveaux scolaires des enfants. Même son de cloche au carrefour Casier, toujours dans la commune de Port-Bouët, Zoro décrit ici la malhonnêteté des machinistes. Les jeunes, eux, se plaignent de la dégradation des voies, un frein à leur autonomisation et on appelle à l'aide. C'est très difficile, très difficile. Ici, il y a des heures, quand tu rates les heures, pour sortir même pour arriver à Port-Bouët ici, c'est vraiment très difficile. Et le transport ici, les gars, ils augmentent le transport à tout moment. Les matins ici, même les bagarres pour aller même à Traïve ici, il faut payer moins 500 pour arriver même à Makori, même à Koumassi. Vraiment, c'est très difficile. Si on entend normalement, c'est 300 le transport. Mais finalement, les gens augmentent, à chaque fois, ils augmentent les prix. Donc finalement, ça fatigue la population ici. Le transport ici, ça coûte très cher. Parce que le matin, si tu dois travailler à 8 h, tu es obligé d'arriver au travail à 10 h. Ce n'est pas possible. Bon, si tu n'es pas embauché, tu es renvoyé. Donc c'est fatigant. Donc on demande vraiment au gouvernement d'aider la population, vraiment du Casier et à Djoufou. On ne peut pas effectuer le transport si la voie n'est pas praticable. Voilà. Actuellement, nous sommes à une saison où la voie est propre. Actuellement, il n'y a pas de l'eau au Manchin, il ne pleut pas. Mais quand il s'agit d'une petite pluie seulement, là, on ne peut pas circuler, maman. Actuellement, tu me vois un peu propre. Mais s'il pleut le soir, là, demain matin, tu vas avoir la boue partout sur ma tête. C'est ça. C'est la voie qui est le problème ici. Il y a les trous, ils viennent, ils ne font pas la voie correctement, ils font un peu... C'est pas bon, c'est ce qui nous fatigue, ça nous empêche de travailler. On secoue les mamans ici, les mamans, elles travaillent, elles vont matin, le soir. On les remue en moto, non rien même là, tout ça c'est problème. En attendant une solution à leurs préoccupations, les populations de la commune de Port-Bouët continuent de subir les tracasseries dues au transport et la dégradation des voies.
Et un mot de sport dans cette édition. Ils étaient environ 500 sportifs à prendre d'assaut le jardin botanique de Bingerville. Les amis du dimanche ont brûlé des calories à travers des séances de fitness et plusieurs activités physiques. Cette organisation de sportifs a également saisi l'occasion pour célébrer 16 années d'existence. Le reportage de Mouyabi Diabaté. Jardin botanique de Bingerville, théâtre de la célébration du 16e anniversaire des Amis du Dimanche. Entouré de ses collaborateurs, le président du club Trèche Loisirs, Ali Thiro, donne le top départ de 2 parcours de santé. En petit groupe et sans chrono, les randonneurs, avec à leur tête plusieurs membres du conseil municipal de la mairie de Trècheville, ont testé leur endurance sur le parcours de 5 km. Dans une ambiance bon enfant, les coureurs ont, quant à eux, parcouru un circuit plus long de 7 km en aller et retour. Le rendez-vous dominical, ce n'est pas un rendez-vous de compétition. C'est pour permettre à nos populations de faire des activités physiques. Après les différents parcours, coureurs et randonneurs ont ensemble effectué une séance de fitness et d'étirement afin de soulager les muscles. Pour bien vivre, il faut pratiquer le sport. Éliminer tout ce que nous avons mangé, toute la graisse, toutes les maladies, tant soit peu. Et étant nous, c'est pour cela que nous pratiquons le sport tous les dimanches. La grande attraction de la journée qui a tenu toutes ses promesses a été la coupure du gâteau, commémorant les 16 ans d'existence de cette association. Et en football, le comité national de soutien aux éléphants ne veut pas rester en marge de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée par notre nation, la Côte d'Ivoire, en janvier 2024. Le CNSE veut relever le défi de la mobilisation et de l'animation pour pousser les éléphants à la victoire finale. À cet effet, un plan d'action a été rédigé et le comité l'a remis officiellement au ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. C'était en présence de nos reporters Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot. Jouer pleinement son rôle de 12e homme aux côtés de l'équipe nationale durant la CAN 2023, reportée en janvier 2024, c'est l'objectif du comité national de soutien aux éléphants qui est venu remettre sa matrice d'action au ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, afin de relever le défi de la mobilisation et de l'animation des supporters en vue d'une 3e consécration continentale. Nous souhaitons que tous les Ivoiriens s'approprient l'événement. Par conséquent, nous allons nous déployer sur toute l'étendue du territoire. Partout où il y a les communes, partout où il y a un Ivoirien, nous voulons qu'ils se sentent concernés par l'événement. Une démarche très appréciée par le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, ainsi que le représentant des fédérations sportives. Et je suis très heureux que le CNSE décide de jouer sa partition. J'apprécie le chronogramme que vous venez de proposer, qui montre un déploiement sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, pour amener tous les Ivoiriens à être des supporters des éléphants et à participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire et décliner l'identité réelle de la Côte d'Ivoire, qui est une terre de fraternité, de brassage et d'hospitalité. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tout le travail que vous allez entreprendre à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que dès aujourd'hui, on sente que la CAN se fera en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Mais avant le rendez-vous de la CAN qui se profile à l'horizon, le CNSE nourrit l'ambition de confirmer son statut de champion d'Afrique de l'animation lors du CHAN en Algérie, où les éléphants locaux entreront en lice ce samedi face au Sénégal. Des éléphants locaux qui ont d'ailleurs perdu leur premier match face au Sénégal, 1-0 hier. Gardons toujours le ballon rond au pied. 3e jour de compétition en Algérie à l'occasion du CHAN 2022. La première rencontre du groupe C, Maroc-Soudan, a été annulée. Les Lions de l'Atlas ont déclaré forfait. Le bras de fer diplomatique entre Rabat et Alger s'est déplacé sur le terrain sportif avec la décision du Maroc de renoncer à un tournoi de football africain en Algérie, faute d'avoir reçu l'autorisation des autorités algériennes pour s'y rendre en avion. Le groupe C va donc évoluer avec les 3 équipes restantes. Le match Madagascar-Ghana est d'ailleurs en cours. Et comme annoncé en titre, cet enlèvement au Burkina Faso, une 50aine de femmes enlevées par des terroristes présumés à Arbinda, dans le nord du pays. Les enlèvements se sont déroulés sur 2 jours, les jeudis 12 et vendredi 13 janvier dernier. Ces femmes ont été toutes enlevées par la force, selon les témoignages des rescapés et selon des responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements. L'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone sans grand succès.
Et pour finir, en République démocratique du Congo, un engin explosif improvisé a explosé aujourd'hui, peu avant midi, pendant une messe dans une église protestante de la cité de Kassindi. C'est dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Très peu d'informations à ce stade sur le nombre exact de victimes. Il s'agit d'un acte terroriste, selon les autorités militaires de la province, alors que l'évacuation des blessés se poursuit vers les centres de santé. L'attaque n'a pas été revendiquée dans cette zone où les rebelles ougandais ADF sont très actifs. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 12h30 demain et à 19h30, Afficiata Karamoko Dosso sera à cette même place. Quant à moi, on se dit à très vite. Bonsoir.